Ahmed Ag Zeynoudine. Sexe masculin. Âge 31 ans. Profession étudiant. Lieu de provenance Wadi Sharaf, Gao. Lieu de la violation Wadi Sharaf, Gao. Année de violation 1994. Auteur institutionnel milice Gandakoy et Fama. Soupçonnée d'avoir hébergé les rebelles, la communauté des Kalesouk a été attaquée par la milice Gandakoy et l'armée malienne le 23 octobre 1994. Écoutons-le. Donc, Ahmed Ag Zeynoudine, Ahmed Mohamed Ag El Haj, vous venez de Wadi Sharaf, c'est-à-dire le village qu'on appelle Kelsouk à côté de Gao. Le 23 octobre 1994, je crois qu'il s'est passé quelque chose dans votre village. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Bonjour à tous. Je m'appelle Ahmed Ag Zeynoudine Aganara. Je suis victime des tueries qui ont eu lieu dans le village de Koulousouk l'année 1994. En octobre, le 23, un dimanche. Maintenant, notre fraction est la fraction de Koulousouk. On est à l'est de Gao. Dans la région de Gao, c'est là-bas notre lieu de résidence il y a plus de 100 ans. Maintenant, nous vivons comme vivent les Tamasheks. On habite en Tamashek. On vit de l'élevage. En plus de cela, nous sommes des gens de Coran. Jusqu'à ce qu'il y ait les sécheresses. Cela nous a obligés de vivre en sédentaire. C'est comme ça qu'ils sont venus jusqu'à l'est de Gao, à peu près 4 km. Ils ont commencé à bâtir leur village là-bas. On est 3 fractions. La première fraction, c'est les Kaltaborak. La deuxième fraction, c'est les Kaltagalalt. La troisième, c'est les Kaltikeraten. Les gens ont fait leur village là-bas. Ils sont partis jusqu'à s'installer. Ils sont aussi partis jusqu'à ce que leurs conditions de vie ont été meilleures que par le passé et l'endroit où ils étaient. Ainsi, ils ont continué leur même activité de lecture du Coran jusqu'à ce que tous les chefs du Mali, c'est par cette activité qu'ils les ont connus. C'est par cette activité aussi qu'ils sont connus partout à travers le Mali. On a eu les visites de beaucoup de chefs du Mali là-bas. Parmi les présidents et les grandes personnalités de l'administration ou les grands personnages, les personnages du pays et les marabouts, il y a des gens qui venaient nous rendre visite là-bas. Alpha Omar Konaré nous a rendu visite 2 fois. Moussa Traoré est venu nous voir avant ça. Parmi les ulémas, les marabouts qui nous ont rendu visite, il y a Mohamed Soubeyn. Lui, c'est l'imam de la Kaaba. Il nous a rendu visite là-bas. C'est tout. Les gens ont continué à vivre tranquillement. Il n'y a rien qui les inquiétait. Ils menaient leur vie. Ils faisaient la lecture du Coran jusqu'à ce qu'ils ont construit une madrasa. Ils se sont vraiment installés comme tout le monde.
Ils ont vraiment bâti un village jusqu'à ce qu'il y a eu la rébellion de 91. Les problèmes ont commencé. Malgré tout, les gens ont continué à mener leur même vie, rien n'a changé de leurs activités. Et depuis, ils ont continué jusqu'à ce qu'à un moment, ils ont compris qu'ils ont commencé à prendre peur parce qu'ils entendaient des rumeurs qui les effrayaient, jusqu'à ce que cela a amené chez l'homme. L'homme qui est le père de mon père qui s'appelle Anara, c'est lui le chef du village. Cela l'a amené à lui dire que la ville, il va l'abandonner. Il n'a plus confiance en la ville. Il y a le chef d'état-major du Mali qui est venu le voir. Il y a le chef de la police qui est venu. Il y a le chef de la gendarmerie qui est venu. Ils lui ont dit que rien ne va t'advenir, il faut rester. Ils lui ont dit que rien ne va lui arriver. Reste sur ta place, rien ne va t'arriver ici. Et cela a vraiment soulagé les gens. Jusqu'au jour où ce dont je vais vous parler est arrivé, un dimanche, le 23 octobre 1994. Les gens étaient assis le matin quand un véhicule est arrivé qu'on appelait 45. À bord, il y avait des gens qu'on ne connaissait pas. Elle a traversé toute la ville jusqu'à ce qu'elle a observé toute la ville. Cette voiture n'a pas pu faire du temps et elle est retournée à Gao. À peine le véhicule arrive à Gao, à peine elle arrive à Gao, les gens étaient assis quand ils ont compris que toute la ville est cernée par l'armée. Donc beaucoup de ces engins c'était des Berdem, de ces voitures les Toyota dans lesquelles il y avait plusieurs militaires, beaucoup de militaires. Ils ont pris d'autres ce côté, d'autres un côté, d'autres le troisième côté et les autres le quatrième côté. Tout là, ça a trouvé que le monde, il n'y avait personne qui a pu s'en sortir, qui a pu s'échapper. Il y a des gens qui sont même montés sur les toits pour se rassurer de ce qui se passe. Quand ils ont compris qu'il n'y a personne qui pouvait s'échapper, cela a été tellement rapide et les militaires aussi étaient déjà rentrés en ville. Ils ont ouvert le feu. En rentrant déjà, le feu était ouvert. Ils ont continué jusqu'à arriver au niveau de la maison de mon père, Anara. Quand ils sont arrivés, nous sommes des gens qui ont un programme. Chaque matin, on se réunissait pour lire le Coran. Quand ils arrivaient, il y avait des gens qui venaient juste de finir la lecture du Coran. Ils étaient encore en train de prêcher. Même ceux qui n'étaient pas concernés par la lecture du Coran, quand ils ont commencé à s'inquiéter, ils sont venus s'adjoindre à eux parce qu'ils se sont dit que si les choses devraient tourner mal, quand ils vont les trouver chez eux, rien de mal n'arrivera. Les gens sont venus. Ils se sont dit que les gens qui sont venus sont autres que l'armée du Mali. Et c'est tout. Après ça,
les gens autour de lui ont commencé à être aussi arrosés. Ils les ont mis en rang. Ils ont commencé à les arroser par des balles. Les gens qu'ils ont tués dans la cour de Abara, parmi eux, certains ont été brûlés. Ils ont continué. Ça, ce n'est pas un seul monde. C'est vraiment un grand monde. Ils étaient à travers toute la ville. Ils étaient en ville en train de tirer sur tout le monde, il est en train de les battre. Ce n'est pas seulement qu'ils battaient la personne. En principe, quand vous prenez des pseudonymes et ils se moquaient de lui. Ils ont continué jusqu'à la maison d'à côté, qui n'est d'autre que la maison de son fils, qui s'appelle Ahmoudou. Il était avec ses petits frères. Ils étaient en nombre. Ils les ont attachés par leurs turbans. Ils les ont attachés par leurs turbans les uns aux autres, ils les ont tués. Pendant ce temps, il y avait leurs femmes qui s'accrochaient à eux. Leurs femmes s'accrochaient à eux, elles priaient de Dieu. Elles suppliaient, elles les suppliaient. Jusqu'à les tuer entre les gens. Ils n'ont pas fait comme les criminels faisaient. Quand un d'eux veut tuer quelqu'un, il l'amenait dans un endroit éloigné et discret, ensuite le tuer.
mourir pendant qu'ils sont en train de prier. C'est ainsi que ces militaires les ont trouvés dans la mosquée et les ont tués dans la mosquée. Quelque chose qui perturbe. Je crois que tout le monde est. Moi, je suis perturbé en écoutant ça. Ce qui s'est passé à Kelsouk près de Gao, bon, je pense que on s'en souvient. Mais c'est un village qui a disparu, complètement rasé. Des années après, aujourd'hui, vous qui êtes les survivants de ça, est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous avez un message? Après tout ce qui vous est arrivé. Je n'ai pas encore fini de parler. J'ai beaucoup à dire. Je n'ai pas fini de parler. Ce même jour, les gens étaient obligés, ceux qui sont restés, ils ont souhaité, les enfants à partir de moi et tous ceux qui sont restés ont souhaité ne pas être de ce monde. Ils ont souhaité que Dieu ne les crée pas dans ce monde parce que c'est quand ils ont compris que tout le monde est tué, il n'y a personne. Ils ont vu aussi que l'essence même de l'homme, leur noblesse n'existe plus. Ils ont été humiliés. Leur dignité, leur humanisme, leur humanité a été bafouée. Après tout ça, ce lieu, à partir de cet instant, tout le monde, il n'y a personne qui se soit préparé, il n'y a personne qui avait même des chaussures, même les enfants. Personne n'avait quelque chose, même les enfants sont partis. Et ce n'est pas qu'ils ont été amenés par les grandes personnes, ils sont partis d'eux-mêmes jusqu'à ce que tout le monde soit sorti. Les gens sont partis dans la misère totale. Des gens qui n'ont rien pris comme mesure. Ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de couchettes, ils n'ont pas d'alimentation, ils n'ont pas d'eau. Ils ne savent même pas où aller. Ils sont partis comme ça, c'est comme ça qu'ils mouraient de soif. Certains mouraient de peur. Les femmes, il y en a certains qui disaient qu'elles sont mortes de peur, d'autres disaient qu'elles sont mortes de soif. Jusqu'à un bon moment après, dans la souffrance, seul Dieu sait quel type de souffrance c'est. La nuit, on n'entendait que des cris de pleurs. Tout le monde pleurait ensemble. On entendait des enfants pleurer, des femmes pleurer. Jusqu'au matin, personne ne dormait, il ne faisait que pleurer. Jusqu'à ce que les gens soient arrivés au Niger. Ils ont fait au Niger le temps nécessaire. Ils sont devenus des réfugiés au Niger là-bas. Il n'y a pas une sorte de souffrance qu'ils n'ont pas vécue. Moi, je me rappelle personnellement, le jour où on a eu le robinet pour la première fois, je me rappelle que cette eau-là, les gens mettaient du sable là-dedans pour que ça ressemble à l'eau à laquelle ils sont déjà habitués. Je me rappelle que pendant qu'on buvait de l'eau, on voyait des têtards dedans. Nous, pendant qu'on buvait de l'eau, nous, on voit les gens boire de l'eau, on voit de l'eau qui, en la buvant, on voit des têtards et on les avalait. On est resté ainsi jusqu'à un bon moment après, dans la fatigue, la souffrance. C'est ainsi qu'ils sont revenus après. Ils sont revenus au Mali. Ils sont revenus à un endroit qu'on appelle Tamkou Tart, qui est à côté de Gao.
à peu près à 100 km de Gao. L'ancien endroit, on n'osait plus revenir. Les gens n'avaient plus vraiment la foi pour retourner là-bas. Jusqu'à ce que les gens ont construit une école là-bas, ils ont eu de l'eau, ils ont eu un dispensaire. Tout ce dont on a besoin dans une ville, on les a eu là-bas et on a résidé. Il y en a eu un marché. Et c'est après ça qu'il y a eu des gens encore qui sont venus à moto. Encore, ils nous ont demandé de quitter les lieux. Ils nous ont obligés de quitter cet endroit. Ça, c'est l'année dernière, tout près en 2019. Et on était encore obligé de revenir au même endroit parce qu'on est obligé. Parce qu'ils ont compris aussi qu'ils n'ont d'autres endroits que là-bas, ils n'ont d'autres lieux que là-bas. Et en ce moment même, c'est là-bas qu'ils sont. Parce que vous êtes sur le même lieu, vous êtes revenu à quel souk, là où votre ancien endroit? C'est là-bas que nous sommes présentement. Ok. Donc, si vous avez fini votre présentation, qui est vraiment plus qu'émouvante, hein, vraiment, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je repose donc ma question. Aujourd'hui, après tout ça, ce que vous avez vécu là-bas, les gens sont morts, on peut dire que le village est rasé. Vous êtes allé à réfugié au Niger, vous êtes revenu. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Et avez-vous un message pour la nation malienne aujourd'hui? Nous, ce qui nous est arrivé, tout ce monde ne peut le remplacer. Même si on nous donnait tout ce qui est dans ce monde, ça ne peut pas payer ce qui nous est arrivé. Mais qu'à cela ne tienne, cela n'empêche qu'il y ait des choses que nous croyons être de nos droits. Ce n'est pas comme guise de compensation à ce qui nous est arrivé, c'est juste un exemple de choses qui sont des droits à nous. Parmi ces choses, la première, cet endroit, ce lieu, là où l'armée nous a trouvé, l'armée qui était supposée nous protéger, qui fait à peu près 4 km. On a des papiers qui nous l'attribuaient. Ils nous ont enlevé de cet endroit de la plus mauvaise des manières. Cet endroit, nous voulons avoir de nouveaux documents qui nous le réattribuent. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, notre village, on veut que ça redevienne comme c'était quand les gens sont venus tomber sur nous. On veut que ça redevienne comme ça. Troisième chose, les cimetières. Les cimetières où repose tout ce qu'on a, où il y a nos marabouts, il y a nos amis. On veut que ça soit clôturé. C'est l'État qui doit clôturer ça, tout le monde le sait. Quatrième chose, les gens qui sont venus tomber sur nous, qui étaient dans les véhicules de l'armée, qui avaient des armes du Mali, qui portaient l'uniforme malien. Nous voulons qu'ils soient traduits devant la justice. Autre chose, notre sang, nous ne le pardonnons pas. On veut que ça soit récompensé. On veut que notre sang soit récompensé.
Autre chose encore, nous voulons que l'État malien fasse un alibi qui prouve que les gens qui ont été tués sont des victimes. Et nous rendre à nous, la jeunesse, notre dignité. Il y a encore autre chose. Nous voulons avoir une garantie. Cette garantie, ça veut dire, au tout début, que l'État malien nous protège de lui-même. Parce que quelqu'un qui te tue, il doit en principe, pour espérer de quelqu'un protection, la personne doit te protéger contre elle-même avant de te protéger contre quelqu'un d'autre. Nous voulons voir l'État malien, que ce soit un État vraiment de la nation qui a le feu pour protéger les pauvres, pour protéger les enfants du pays. Ce n'est pas pour tuer les enfants du pays ou bien les chasser de leur pays. Ça, c'est des choses que nous croyons être nos droits. Je vous remercie beaucoup pour vraiment vos conclusions, vos attentes. J'espère que les gens de la CVR ont bien noté pour le rapport. Les personnes qui sont décédées, il est bien évident que leurs survivants sont des victimes. Et je crois qu'on a envoyé une équipe chez vous à Kelsouk pour faire les dépositions collectives. Donc, et il y aura la liste des victimes qui seront éligibles aux réparations comme les autres victimes. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau. Maintenant, nous avons aussi une politique de mémoire qu'on est en train de préparer qui prend en charge les questions les lieux de mémoire, là où il y a eu des grandes tueries. Donc de tout ce que vous avez dit, je crois que ça montre le chemin qu'on doit parcourir pour une réconciliation nationale. Ça demande du travail, ça demande de la bonne volonté, ça demande de l'engagement, mais ce n'est pas du tout au-dessus de nos moyens. Ça montre, nous on a l'habitude de dire que la réconciliation véritable, ça va nous prendre, c'est un chantier qui va nous prendre un travail sur une génération pour faire revenir totalement le vivre ensemble comme on vivait avant, mais ce n'est pas au-dessus de nos moyens. Donc nous avons pris bonne note vraiment de ce que vous avez dit. Nous compatissons vraiment à votre douleur et je crois que vous êtes écoutés à travers tout le Mali et même à l'extérieur, à travers le thème en direct, tout ce que vous avez dit. Nous, le panel, nous vous remercions beaucoup pour votre franchise et vous avez dit ce que vous avez sur le cœur. Et c'est ça qu'on attend. Et des journées comme ça, des audiences publiques comme ça. Ce n'est pas un tribunal, mais c'est fait pour vous, pour les victimes, pour qu'elles expriment ce qu'elles ressentent. Et je crois que beaucoup de Maliens qui vous écoutent, peut-être certains ne connaissent pas votre histoire, d'autres connaissent, mais pour que les gens compatissent, il faut qu'ils soient déjà au courant. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui, moi je savais, peut-être d'autres aussi, mais peut-être d'autres ne savent pas, tout le monde est au courant de cette histoire. Donc je vous remercie vraiment pour votre présentation. Vraiment. Merci beaucoup. Ok, à la recherche. Ok, d'accord.
Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous avons des pièces. Merci, on va verser ça au dossier. Il y a déjà un dossier qui est ouvert là-bas pour vous. Donc, merci beaucoup.